Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'Enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 122, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela donc nous allons nous baser sur un tableau fait sur les intérêts composés. Donc là vous pouvez voir l'objectif que j'ai de 24 ans d'investissement, un taux de 7% en rendement. Là, pour le moment, je n'y suis pas. 400 € de versement mensuel, donc ça c'est bon, c'est fait. Et donc voilà à peu près ce que je peux espérer d'ici à ma retraite. À mon ancienne retraite, puisque maintenant ça a changé, évidemment. Allez, on y va. Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Restez bien jusqu'au bout, une nouvelle action est rentrée dans mon portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, concernant le CAC 40, la situation est simple, c'est l'euphorie. On est sur un plus haut historique, on est à 7577 points, plus 17,04% depuis le début de l'année. Voilà, là il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi on monte aussi haut. Alors là c'est vraiment incompréhensif. Alors moi j'avais misé, donc là on est sur le journalier, on va regarder sur le mensuel. Donc sur le mensuel je vous avais dit qu'on pouvait venir à 7500 points ici, toucher la résistance. Je pensais pas qu'on allait la dépasser. Alors si on regarde la bougie, elle est pas complètement au-dessus de la résistance. Donc est-ce que la semaine prochaine on va passer au-dessus et on va commencer à travailler au-dessus et la résistance va devenir support? Je ne sais pas. Au rythme où ça va, pourquoi pas aller chercher les 8000 maintenant? C'est tout à fait faisable. Quoi qu'il en soit, je continue à regarder les marchés. Il y a quand même des opportunités. Je pensais qu'il y en avait pas, mais il y en a quand même, puisque j'ai rentré une nouvelle action. Alors celle que j'ai rentrée, c'est pas forcément la plus belle opportunité actuellement, mais je l'ai rentrée, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, parce que c'est une action que je regardais depuis longtemps, et là j'ai commencé à faire ma ligne, tout simplement. Au niveau donc du CAC 40, donc les actions qui ont bien performé cette semaine, donc nous avons Essilor Lotica à plus 6,23%, L'Oréal 5,22%, Vivendi 4,94%. Au niveau des grosses baisses, donc ST Micro 6,22%, Stellantis 7,11% et Renault 12,42%. Sur les indices, donc Eurostoxx 600 plus 0,45%, donc on est un petit peu au-dessus sur le 440. Le SP500 moins 0,10%, le Nikkei plus 0,25%, l'or moins 1,04%, le pétrole moins 5,83% et la paire euro-dollar plus 0,06%. Alors donc on va regarder score. Donc vous aurez une petite fiche présentatrice de la société avec ce qu'elle fait et où est-ce qu'elle se situe. Comme ça au moins je suis sûr que quand on parle d'une société vous la connaissez et au moins vous aurez un détail en début d'analyse d'action. Je vais y arriver, pardon. Donc pour score, on est à 100 unités, un PRU à 17,42. Donc le dividende a baissé de moins 22% par rapport à N-1. On a quand même 1,40 € de dividende. Donc ça on pouvait s'en douter. Moi je m'attendais même à une coupure. Vous voyez, on a une coupure en 2019. Je m'attendais aussi à une coupure cette année. C'est pas le cas. Bon, malgré tout il a bien baissé. On verra ça au mois de juin, début juin pour le paiement. Pour ce qui concerne le score, donc je suis en plus-value latente de 30,90% actuellement.
On a un plus bas à 21,97, un plus haut à 23,69, et sur la semaine, elle a fait plus 2,47%, ce qui au final est pas si mal que ça. Si je regarde sur le graphique long terme, donc j'ai la moyenne mobile 200 périodes qui est quand même assez loin, on est à 18,22, donc on va pas y revenir tout de suite. On voit la moyenne mobile 20 périodes à 22,41 et la moyenne mobile 50 périodes à 24,61. Donc là, on est dans une tendance baissière. Je vous rappelle que la moyenne mobile 20 périodes devrait être au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Et on a un biseau plus ou moins avec une résistance là qui descend aux alentours des 26 et un support en pointillé aux alentours des 21. Donc là, on a une espèce de biseau qui est en train de se former. Donc ça risque de travailler ici et ensuite sortir vers le haut ou vers le bas, on verra à ce moment-là. Pour les petites infos au niveau de score, donc l'application de la norme IFRS 17 donne l'occasion au réassureur français de relever son objectif de rendement de capitaux propres. Il veut mettre l'accent sur la notion de valeur économique. Euronext, donc Euronext, j'ai 30 unités, un PRU à 81,89. Donc Euronext vers son dividende avec une augmentation de 15% cette année, ce qui est plutôt pas mal. 2,22 € au niveau du versement. Là, je n'ai pas les dates. Au niveau du graphique, vous voyez que c'est pas forcément très stable. Je suis en moins-value latente actuellement de 12,08%. Une ligne qu'il faudra que je continue à construire dans le temps, mais pour le moment je trouve que la valeur est encore un peu haute. Sur la semaine, au plus bas 70,60, au plus haut 73,20. Moi j'aurais plutôt envie d'aller chercher aux alentours des 60,60 par exemple, une dizaine, puis ensuite on continuera à construire un petit peu plus bas si c'était possible. Sur 5 jours, moins 1,03%, pas forcément très plaisant. Là, on voit qu'il y avait donc un biseau avec une résistance et un support là aux alentours des 55, le support et la résistance à 65, qui nous amenait au plus bas. Et l'action est sortie donc de ce biseau. Donc maintenant, on pourrait peut-être avoir une tendance qui reparte à la hausse. Peut-être venir au moins au niveau de la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes qui sont quasiment au même niveau, 77 €. Si on pouvait revenir déjà au niveau des 77 €, ce serait pas mal. Et ensuite, on verra comment la tendance se forme. Est-ce que là, ça va consolider, travailler un peu pour repartir de plus belle, ou est-ce qu'on va redescendre encore et aller chercher les 60, voire 50 même. Pour Euronext, donc on a avec la hausse des marchés, les particuliers ont repris goût à la bourse. C'est tant mieux pour Euronext, puisque s'il y a de plus en plus de particuliers, il y a des frais forcément qui se font à l'achat ou à la vente, et donc du coup ça rentre dans les caisses d'Euronext. Sanofi. Donc Sanofi, j'ai 20 unités, un PRU à 81,79. On a une augmentation du dividende de 7% à 3,56 €, ce qui est plutôt pas mal. Donc Sanofi, je vous le dis tout le temps, au niveau du graphique, on a une augmentation constante depuis 2017, donc ça c'est top. C'est dans ce genre de valeur que j'aurais dû investir un peu plus. J'ai une plus-value latente de 25,78%, ce qui est plutôt correct actuellement. Elle est au-dessus des 100 €. D'ailleurs, elle a fait un plus bas à 100,92 € et un plus haut à 103,32 €. Sur la semaine, on est à plus 0,82%. C'est pas énorme, mais c'est quand même correct, au-dessus de l'indice. Et sur le graphique long terme, on voit une belle petite courbe vers le haut, ça monte. On a presque tout le temps des points bas, des points hauts, plus hauts. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et on voit bien une moyenne mobile 20 périodes à 89, une moyenne mobile 50 périodes à 81. Donc là, on est très bien orienté. Pour le moment, la tendance est plutôt favorable. On va voir si le 440 tient comme ça, où est-ce que Sanofi peut aller. Mais à mon avis, on pourrait monter, au moins peut-être aller voir les 110 €. Danone, donc Danone, on a 30 unités, un PRU à 51,92.
Donc Danone verse un dividende en augmentation de 3% à 2 € par action. On a le versement qui va se faire au mois de mai, donc vers le 11 mai. C'est plutôt intéressant. De toute façon, on a beaucoup d'entreprises qui versent leurs dividendes au mois de mai, surtout moi dans mon portefeuille, vous allez voir. Vous êtes peut-être un petit peu plus diversifié, mais moi j'ai beaucoup de dividendes au mois de mai, évidemment. Je suis en plus-value latente de 15,29% actuellement, un plus bas à 58,88, un plus haut à 72. Sur la semaine, on est à plus 1,75%, ce qui est plutôt très très bien. En ce moment, Danone va plutôt très bien. On a eu une belle petite poussée, on la voit sur le graphique là, aux alentours des 50, depuis les 50 €, et ensuite ça a monté en 3 bougies jusqu'à 59, donc c'est plutôt très correct. On va aller travailler là sur la résistance qui doit se trouver aux alentours des 62 € peut-être, 63 €. Difficile à estimer comme ça, mais on est entre 62 et 63 je dirais. Donc c'est plutôt pas mal. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est orientée quand même à la baisse, 52,86, moyenne mobile 50 périodes 55,83. Donc là on a quand même une orientation à la baisse malgré tout, donc on va quand même se méfier, on pourrait avoir un retracement. Après, moi pour ma part, si ça devait retracer, je viendrais en rechercher là aux alentours des 50 €, si ça pouvait revenir, je serais preneur. Au niveau des infos, donc on a Lactalis détrône Danone comme leader français de l'agroalimentaire. Donc ça c'est pas, ça paraît une petite information, mais au final c'est pas forcément une très bonne information pour moi qui suis actionnaire de Danone. Est-ce que Danone serait pas en train de s'endormir un petit peu sur ses lauriers? Je sais pas. Ensuite Total, donc Total. J'ai 29 unités, un PRU à 32,78, donc Total verse un dividende en augmentation de 44% cette année, à 3,81 €. Actuellement, elle a déjà versé 3,07 €. Pardon. J'ai pas la date pour les prochains versements, mais bon, c'est plus ou moins que ça va être... là, le prochain va être sur le mois de juillet, et ensuite octobre pour un nouvel acompte. On aura le solde au mois de juillet, là, le dernier versement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur la semaine, un plus bas à 57,22, un plus haut à 59,56. Que je suis en plus-value latente de 75,98 €. L'action est dans mon portefeuille depuis 2020, donc ça c'est une des toutes premières, et j'ai rien retouché sur la ligne quasiment. Je crois que j'avais fait un rachat de quelques actions. Mais après, j'ai rien refait à l'époque, donc c'est vraiment, là, elle date vraiment du Covid, celle-là. Sur la semaine, moins 1,74%. J'aurais dû en prendre beaucoup plus, d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai été un peu idiot. Et si on regarde sur le graphique long terme, on voit qu'actuellement, on est plutôt en latéralisation. Ça travaille plutôt comme ça bouge pas beaucoup. Donc il n'y a pas grand chose à dire, au pire des cas elle pourrait revenir sur le support aux alentours des 55 €. Et après travailler avec la résistance du haut à 60, on est aux alentours des 62, 63 peut-être. Ouais voilà, donc ça travaille pour le moment ici, donc pour le moment il n'y a pas de problème particulier. La moyenne mobile, elle est bien orientée, la moyenne mobile 20 périodes à 48,64 et la moyenne mobile 50 périodes à 39,08. Vraiment une belle orientation, une belle poussée. Au niveau de Total, donc on a Total qui annonce une acquisition de plus de 5 milliards de dollars à l'étude. Donc a priori ça serait une belle acquisition. Je vous invite à aller lire l'article si vous voulez en savoir un petit peu plus, qui pourrait doper sa croissance externe. Donc ça serait plutôt bienvenu pour Total Energy. Plus que bienvenu même. Ensuite, Alstom. Donc si vous voulez regarder un petit peu dans le détail les fiches de chaque société, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir un petit peu en arrière dessus. Donc Alstom, 60 unités, un PRU à 19,42. Donc Alstom verse un dividende de 0,25 centimes. Donc là, pour le moment, j'ai pas les précisions pour le prochain versement. A priori, on sera sur un taux de rendement de 1,1% brut, évidemment. Pour le moment, évidemment, le dividende a été versé dans son intégralité, puisqu'on n'a pas l'année 2022 sur le dividende versé en 2023.
Au niveau du graphique, donc là, il n'y a pas grand-chose à en dire. On n'a pas non plus les dates ici, donc on va passer tout ça. On vient là, donc là, je suis en plus-value latente de 11,68%. Un plus bas à 21,45, un plus haut à 22,50. Sur la semaine, moins 1,05%. Pour le moment, là, ça se passe un petit peu moins bien pour Alstom. Après, ça reste quand même un dossier, pour moi, qui est très long terme. Et les opportunités de retracement vers les 20 € sont des opportunités pour moi de racheter le dossier. Vous voyez, hein, la moyenne mobile 20 périodes orientée à 24,76, très très bas, et la moyenne mobile 50 périodes à 32,80, bien au-dessus. Ce qui fait que là, vraiment la tendance est plutôt bien à la baisse. Donc on est sur une... Peut-être, j'espère qu'on va pas repartir sous le support là que vous voyez en vert, hein, aux alentours des 21 € ou 22 €. Il faudrait que ça tienne quand même là-dessus, parce que si on passe dessous, on va revenir vers les 20 €, et après le support va devenir résistance, et on va se retrouver comme la dernière fois, et on va être bloqué là aux alentours des 20 € pendant un petit moment. Après, peut-être une petite bougie, une petite mèche, pas une bougie, mais une petite mèche là qui a cherché du 19 € là par exemple. Enfin, peut-être que je mette un ordre en attente au cas où ça irait chercher avec une petite mèche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le départ du directeur financier d'Alstom pour Orange crispe le marché. Donc le directeur financier d'Alstom qui est parti chez Orange. Alors je sais pas si le directeur financier de Alstom est si bon que ça. S'il est si bon que ça, bah tant mieux, ça va doper un peu Orange, vu que j'ai Orange aussi en portefeuille. Après, de là à faire baisser l'action, juste parce que le directeur financier part. Bon, après c'est vrai que le directeur financier a une importance quand même capitale dans la société, et il est là quand même pour le contrôle, pour la surveillance et le redressement de beaucoup de sociétés. C'est souvent son rôle qui est aussi capital. Airbus. Donc Airbus, j'ai 10 unités, un PRU à 95,75. Donc Airbus verse un dividende de 1,80 € en augmentation par rapport à l'année dernière de plus 20%, ce qui est quand même très bien. On n'a rien touché actuellement du dividende, ça va être au mois d'avril, donc là c'est la semaine prochaine que je vais toucher le dividende d'Airbus. Tant mieux, ça va commencer à rentrer doucement mais sûrement. Au niveau de la plus-value, je suis en plus-value latente de 32,97%, un plus bas cette semaine à 125,32, un plus haut à 129,68, et sur la semaine 0,82%, ce qui est plutôt correct. Sur le graphique long terme, donc là, on voit une moyenne mobile 20 périodes à 109,05, une moyenne mobile 50 périodes à 102,31. On est orienté en tendance haussière en tout cas. Pour le moment, c'est plutôt correct. 127,32. On revient titiller plus ou moins les plus hauts historiques. Hein. On s'en rapproche puisque aux alentours des 140 €. Un petit peu en dessous même, hein. On est plutôt aux alentours des 138 peut-être, 138, 139. On va être au niveau des plus hauts historiques. Donc là, il faudra réfléchir, est-ce que je vais vendre à ce moment-là, est-ce que je vais garder? On verra. Si le 440 continue à pousser comme ça, c'est possible qu'on y aille. Après, ça va beaucoup dépendre des valeurs du luxe, il va falloir surveiller les valeurs du luxe, je pense que c'est elles qui nous permettront d'aller chercher les 8000. Et puis quelques valeurs qui sont en retard, notamment quelques-unes que j'ai aussi moi dans le portefeuille qui pourraient performer un peu plus. Mais c'est pas fait. Nexity, donc Nexity, j'ai 50 unités, un PRU à 22,55. Donc là pour Nexity, le dividende est stable par rapport à N-1, 2,50 € de versement de dividende. Il n'y a rien eu pour le moment. On est sur le mois de mai. Vous voyez que 2,50 c'est quelque chose qui est assez commun chez Nexity, hein, puisque depuis 2017 c'est arrivé 4 fois sur 6. Donc c'est quand même relativement habituel. Donc même à la limite si le dividende reste stable, ça peut quand même convenir. Après je préférerais quand même qu'il y ait une croissance du dividende, mais c'est pas forcément évident de trouver toutes nos sociétés dans le 440. Quand on est dans le marché international et américain, c'est beaucoup plus simple quand même. Alors pour Nexity, 50 unités, un PRU à 24,55, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je suis en moins-value latente de 7,98%. Sur la semaine, moins 3,20%.
Donc là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Le plus bas à 23,42, le plus haut à 24,76. Moi, je vais plutôt essayer d'aller chercher au niveau des 16,80 € si ça devait revenir toutefois à un moment. Puisque là, on voit que sur le support, on est sur support là ici. Donc 24, même c'est même les 18 quelque chose là. Vous voyez que c'est sur des mèches. C'est pas forcément prêt d'y revenir. Là, on est même descendu un peu plus bas que 18, hein, j'ai l'impression. Là, on est vraiment très proche de la moyenne mobile de 200 périodes, qui se trouve à 22,16 €. Donc, si ça devait passer en dessous de la moyenne mobile de 200 périodes, peut-être que je vais en reprendre. Je vais peut-être pas attendre les 18 €. La moyenne mobile de 100 périodes me paraît être un très bon indicateur pour se renforcer sur un dossier. C'est de l'immobilier, donc il y a des périodes où ça fonctionne très bien, des périodes où ça fonctionne moins bien, faut l'accepter. Et si je crée ma ligne avec un PRU le plus bas possible, je devrais pouvoir être tranquille pour les années à venir. Je vois pas Nexity disparaître du jour au lendemain. Après, il y a plein de sociétés qui ont disparu du jour au lendemain. Vous me direz qu'on ne s'attendait pas, c'est sûr. Il y a toujours un peu de part de risque. On peut pas avoir que des super dossiers sur le 440. En tout cas, je crois pas. Parce que sinon, vous auriez 5 lignes, c'est-à-dire quasiment que les valeurs du luxe, et ça s'arrêterait là. Donc c'est assez compliqué. Il faut diversifier un peu son portefeuille et prendre certains risques mesurés sur certaines sociétés. Donc sur Nexity, j'accepte de prendre certains risques, mais avec des conditions, et donc effectivement être sous la moyenne mobile de 100 périodes me paraît être une bonne condition. On voit que la moyenne mobile 20 périodes est à 27,90 et la moyenne mobile 50 périodes à 30,45. Donc vous voyez que l'orientation est à la baisse encore. Et il pourrait y avoir une mèche, donc il faudrait peut-être que je mette un ordre aussi. C'est compliqué parce que là j'ai Alstom et Nexity où je devrais mettre un ordre, mais je vais peut-être pas avoir la liquidité pour le faire. Donc on va voir ça plus tard. Au niveau au niveau de cette partie, c'est la partie où vous pouvez me soutenir. Donc si vous appréciez mon contenu évidemment, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. C'est le moment de liker, 150 likes, hein, je vous le rappelle, on l'a déjà frôlé mais pas atteint, même dépassé, donc là j'espère qu'on va y arriver, parce que je vous donne du contenu et j'espère que vous le voyez quand même. Et dernière chose, les commentaires, très important de me laisser des petits commentaires, déjà pour échanger ensemble et pour aider l'algorithme à mettre mes vidéos en avant. Je compte sur vous, c'est important, ça prend pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit merci, une petite question sur la vidéo. Il y a forcément une question que vous allez avoir besoin de me poser, donc n'hésitez pas. Alors, au niveau du question-réponse, on a eu pas mal de questions cette semaine, donc je vous remercie vraiment, c'est super. Au moins, on voit qu'il y a du monde qui participe, et ça fait plaisir, c'est quand même l'objectif. Donc la première question, petite précision concernant le dividende d'Air Liquide, donc j'en avais parlé la semaine dernière, il y a 15 jours. Il y a deux types de dividendes, le dividende normal est à 2,95 € et le dividende majoré qui est à 3,24 €. Pour bénéficier du dividende majoré, il faut avoir inscrit ses actions sous forme nominative au 31/12/2020. À titre personnel, je les ai inscrits au nominatif, mais je ne les détiens pas depuis assez longtemps, mais je pense que c'est intéressant à savoir pour l'avenir. Donc effectivement, il y a des particularités quand vous avez les sociétés, certaines sociétés que vous pouvez détenir au nominatif, et vous pouvez même les détenir en... je me rappelle plus comment on appelle ça, bon bref... Le nominatif, c'est intéressant, effectivement. La problématique, c'est que vous avez des frais en plus à payer sur votre action. Donc, c'est-à-dire concrètement, moi, sur Bourse Direct, alors je crois que j'en ai parlé avec Damien, et que Damien me disait que sur Boursorama, il n'y a pas de frais, a priori, ou très très peu. Mais sur Bourse Direct, quand vous voulez passer vos actions au nominatif, c'est assez cher. C'est assez cher. Ça donne envie de réfléchir, en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de passer des actions comme Air Liquide au nominatif, effectivement. Ensuite,
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il y avait Stéphane qui avait remis une petite information. Donc oui, c'est comme pour les actions gratuites. Une fois inscrit au nominatif et détenu depuis 2 ans, tu reçois aussi 10% en plus. Donc, vous voyez qu'il y a des avantages à être en nominatif. Donc vous avez le nominatif administré. Donc là, je crois que c'est le nominatif administré, c'est-à-dire que vous avez vos actions en nominatif, mais c'est le courtier qui les détient. Et donc du coup, c'est lui qui gère plus ou moins. Et après, vous avez le nominatif pur, je crois, où là, c'est vous qui avez les actions. Et typiquement, avec Air Liquide, vous achetez directement les actions en appelant Air Liquide. Et vous avez un compte dédié à vos actions Air Liquide. Et donc, au niveau de l'imposition et tout, c'est pas forcément la même chose, c'est peut-être pas aussi intéressant. Donc, d'ailleurs, en nominatif, Damien, comment ça se passe au niveau de l'imposition? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Ça m'intéresserait de le savoir. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur le nominatif, dites-le moi. Je ferai une petite parenthèse dans les prochaines vidéos, où je ferai une vidéo dédiée à ça pour en faire un point rapide, évidemment. Alors, là, c'est Kevin qui me met, c'est rigolo, ta conviction écologique sur les piscines, mais pas pour Vinci, Airbus, Total, L'Oréal. Donc ça, c'est lorsque j'avais discuté de Piscine des Joyaux qu'on m'avait demandé mon avis. J'avais dit que je ne croyais pas trop à leur business et à leur avenir par rapport au climat. Donc en fait, c'était pas des convictions écologiques, hein, ça n'a rien à voir avec ça, Kevin. C'est plus une réalité. Moi aujourd'hui, j'habite dans un département où quasiment à partir du mois de juin, t'as plus le droit d'utiliser l'eau ou très peu. Là, dans les années qui vont venir, on sait bien que ça va chauffer de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de problèmes d'eau. Ils en parlent encore là à la télé, hein. Ils disent qu'aujourd'hui les sols ne sont pas assez remplis, qu'il n'a pas assez plu dans beaucoup de régions en France, et que la sécheresse risque d'être assez violente cet été. Si on se tape en plus une canicule, c'est évident que il y a un moment, l'État va être obligé de taper du poing et de dire les piscines, ok, vous voulez les remplir, ok, mais on va mettre une taxe supplémentaire pour bien vous plomber, on va vous montrer du doigt, on va faire tout pour qu'il y ait de moins en moins de piscines, parce que l'eau est une denrée rare, pardon, et visiblement elle va être de plus en plus rare. Donc c'était plus cette réflexion-là que je me faisais, c'était pas une question écologique, je suis pas un pro-écologique, je suis écologique, je sais pas si on dit comme ça. Malgré tout, je fais attention quand même. J'essaie de faire attention à mon niveau et je me pose juste quelques questions. Voilà, concernant les piscines, ça paraît assez sensé. Alors donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, Stéphane avait fait une réponse. J'ai eu du bon sens que de l'écologie. Évidemment, c'est ça, c'est plus du bon sens que de l'écologie. Évidemment que Vinci, Airbus, Total, L'Oréal polluent énormément. Ça n'a rien à voir. De toute façon, si j'étais pro-écolo, je pense que j'aurais du mal à investir en bourse. Je pense. Ensuite, on a une question de Sacha. Donc Sacha, tes PRU sont tous tous au plus bas, des opportunités récentes. Comment as-tu fait? Donc du coup je lui réponds je trouve pas. Donc effectivement je trouve pas forcément que j'ai mes PRU qui sont au plus bas des opportunités. C'est surtout lié au fait que je les garde longtemps. Alors tu as raison, mais souvent contre-intuitif, à chaque fois que je me dis vite achetons avant qu'elle remonte, je fais une mauvaise affaire, et quand je fais une bonne, quand c'est plutôt ce prix est ridicule, il doit y avoir un truc qui cloche. Effectivement, des fois tu te poses trop de questions. Alors la problématique des achats, déjà le premier c'est d'acheter un peu dans l'euphorie, avec la peur de rater le coche. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est que quand je sens que je suis dans cette situation-là avec une action, je l'achète pas, ce qui fait que j'ai pas acheté Kering. Alors je m'en suis voulu quand même, parce que franchement il y avait une belle opportunité. Il y en aura peut-être d'autres, mais il y avait quand même une belle opportunité de rentrer du luxe dans le portefeuille. Je l'ai pas fait comme un idiot, mais je me suis senti dans une situation un peu d'obligation, forcé, contraint. Il fallait acheter, et donc du coup, j'aime pas être dans cette situation-là, et je me suis mis certaines choses.
certains blocages pour me dire non, là t'investis pas quand t'es dans cette situation-là. Et typiquement quand je suis dans la situation où j'ai l'impression d'être dans l'obligation d'acheter et que je contrôle pas forcément bien les émotions, je préfère ne pas acheter et attendre. Voilà. Donc là, celle que j'ai achetée, on a eu une belle baisse cette semaine. Vous allez voir hein, sur le portefeuille, mais je me suis pas senti du tout dans la situation. Vite, tu vas rater le truc. Non, pas du tout. C'était vraiment très détendu quand je l'ai acheté. Il n'y avait pas de problème. J'ai même attendu un bon moment dans la journée avant d'acheter. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, quand tu fais tes achats en mettant un ordre d'achat. Ne fais pas un achat au marché. Fais un ordre, ne fais pas un ordre au marché, mais fais un ordre en portefeuille pour l'achat avec le prix que toi tu souhaites et laisse le temps à ton action d'aller chercher ton prix. Ça c'est important aussi. Il faut être patient dans l'achat. Et ensuite, la dernière chose qui fait que tu puisses avoir un PRU intéressant. Et après, évidemment, il faut aussi que le 440 soit bien situé. Hein. Là, on est quand même dans les records, donc c'est plus facile d'avoir des PRU qui paraissent sensés et intéressants, évidemment. Mais la troisième chose, c'est de garder dans le temps, tout simplement. Garder tes actions, garder tes lignes et les travailler et les garder avec le temps. Et tu vas voir que plus le temps va passer, plus tes PRU vont être intéressants. Tout simplement. Il n'y a pas de complications sur le fait d'acheter bien et de vendre bien. La seule chose, c'est vraiment mettez-vous certaines règles. Et il y a des règles toutes bêtes. Hein. La règle de se sentir obligé, de se sentir dans l'obligation et de sentir qu'on va rater quelque chose, laissez-le. Si c'est le cas, si ce sentiment est trop fort en vous, laissez-le partir. Ensuite, donc nous avons Brandon. Salut, merci pour ta transparence, tu donnes de bonnes explications. Dis-moi, j'aurais 2 questions à te poser concernant la conjoncture actuelle. Nous sommes dans une récession où on devrait rentrer en récession. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, il devrait attendre pour acheter les actions au plus bas, car toutes les actions sont quasi au plus haut. Donc ça c'est la première question, on va déjà essayer de répondre à cette question. Oui, j'ai cru au début qu'effectivement avec le 440 au plus haut, il n'y aurait pas beaucoup d'opportunités. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que le 440 peut être au plus haut aujourd'hui, ça ne fait pas pour autant que toutes les actions du 440 sont à leur plus haut historique. On n'a jamais toutes les actions, on n'a jamais les 40 sociétés du 440 qui sont à leur plus haut historique en même temps. Ça arrive jamais. Alors c'est peut-être déjà arrivé par le passé, je sais pas, dites-le moi, mais je pense que ça n'arrive jamais. C'est l'addition de plusieurs actions qui sont en positif, d'autres actions qui sont en négatif, d'autres actions qui sont pas loin de leur plus bas historique, alors peut-être pas historique, mais au moins sur les 10 dernières années, hein, on le voit ensemble, et malgré tout, ça n'empêche pas le 440 d'être au plus haut. Donc voilà, c'est vraiment 2 choses différentes. Alors, aujourd'hui, des opportunités dans le 440, vraiment, est-ce qu'il y en a? Il doit forcément y en avoir quelques-unes, mais moi je les ai pas regardées. Par contre, dans le SBF 120, vous en avez. Et vous avez de très belles sociétés qui pourraient être dans le 440 et qui ne le sont pas et qui sont dans le SBF 120. Dans le 440 aussi, je suis sûr que là, il n'y a pas d'actions qui me viennent tout de suite à l'esprit, mais vous devez forcément en trouver. Sachez aussi que certaines études ont été faites. Alors ça paraît assez fou, mais dans ces études, ils ont démontré qu'un investisseur qui va investir au plus haut des cours et qui va laisser son argent pendant 20 ans, finira par gagner de l'argent au bout de 20 ans. Donc même si aujourd'hui on se trompe et qu'on achète une action, on va commencer sa ligne au plus haut de ce prix d'action, on aura toujours la possibilité de continuer à construire sa ligne dans le temps en achetant plus bas. Et après, on aura un prix qui sera plus lissé, un PRU plus lissé, et qui nous permettra d'être rentable et d'être en plus-value.
Voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que t'achètes sur long terme. De toute façon, moi je ne parle que long terme. Si vous parlez quelque chose d'autre que long terme, c'est pas la peine. Moi je parle que long terme, je parle pas day trading ou swing trading. On est vraiment sur du long terme. Et sur du long terme, c'est au moins un objectif de 20 ans. Donc si vous avez un objectif de 20 ans, aujourd'hui, si vous ouvrez votre compte et que vous ratez un petit peu sur les actions que vous allez acheter, de toute façon, au début, il faut pas investir la totalité de votre capital, hein, vous y allez petit à petit. Ça va vous permettre aussi de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, de voir un peu les erreurs que vous avez pu faire, ou pas. Et puis si vous rentrez sur des bons dossiers et que vous êtes au plus haut aujourd'hui, bon, par exemple, prenons un dossier comme LVMH, vous allez rentrer sur LVMH. Aujourd'hui, on est quasiment à son plus haut historique, même son plus haut historique. Est-ce que c'est intéressant d'y rentrer? J'aurais tendance à dire non, parce qu'elle va peut-être pas monter jusqu'aux étoiles tout le temps. Mais même si vous l'achetez aujourd'hui, elle va redescendre à un moment ou à un autre, vous aurez la possibilité d'en racheter, de faire baisser votre PRU, et au final, vous vous retrouverez avec un PRU intéressant. Parce que c'est une belle société, et vous n'aurez pas grand-chose à en craindre. Donc c'est là où, même si c'est la récession, même s'il y a des difficultés de marché, même s'il y a le Covid, même s'il y a tout ça, il faut toujours investir, il faut toujours essayer d'investir son argent le plus possible, tout le temps, en continu, comme je le fais, et c'est pour ça que j'essaie de rentrer aussi de nouvelles actions, parce que ça fait un petit moment là que j'ai pas investi. C'est bien aussi d'avoir de la liquidité pour prévenir en cas de crise, mais il faut s'investir régulièrement et tout le temps. Voilà, il faut pas juste dire je prends de la liquidité, je la garde, et quand il y aura le prochain crack, je vais investir. C'est pas la bonne solution. Alors ensuite, j'espère que je me suis pas trop égaré. Alors malgré la récession en vue, tu comptes quand même garder tes actions comment tu vas la jouer pendant cette crise? Je te remercie d'avance. Comment je vais la jouer pendant cette crise? Je vais la jouer renforcement de mes lignes. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera la crise, personne ne sait. Est-ce qu'elle arrivera réellement? Peut-être que la prochaine, elle ne sera plus que maintenant en 2030. Ou 2000, on pourrait se dire qu'à partir de 2028, entre 2028 et 2032, on a de grandes probabilités d'avoir une nouvelle crise, puisque c'est presque tous les 10 ans. Mais sinon, on est incapable de savoir quand est-ce que ça va être. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors toutes mes actions parce que ça va être la crise. Non, je vais investir sur long terme. Investir sur long terme veut dire que la prochaine crise, oui, mon portefeuille, il va avoir mal, c'est sûr. Mais comme j'investis régulièrement et que je rachète des actions, je rachèterai des actions de mes lignes que j'ai, et je ferai baisser mes PRU, tous mes PRU, et puis après quand ça va remonter, mon portefeuille remontera, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe, faut pas s'inquiéter. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, de toute façon. Donc non, j'ai pas l'intention de vider mon portefeuille parce qu'il y a une crise ou pas crise, ou relèvement des taux ou pas relèvement des taux, voilà, ça jouera pas sur le fait que je vais continuer à investir régulièrement sans me poser de questions. Alors donc là c'est Franck, donc j'ai mis ce message parce que ça m'a fait un petit peu, je trouvais son message un petit peu dur. Après c'est très bien, au moins il me le dit, il est honnête. Bon, je vais vous lire, après on en discute. Alors merci d'avoir relevé mes questions, mais déçu de tes réponses puisque tu n'as pas regardé aucune de mes sociétés. Enfin bon, de toute façon, ça fait un petit moment que je trouve que je n'apprends plus grand chose sur ta chaîne. Je ne comprends pas comment tu choisis tes actions. Il n'y a pas d'analyse fondamentale. Tu ne lis pas les résultats financiers. Bref, ça ne me correspond plus. Ça manque de sérieux à mon sens. La confusion Roche et Roche-Beaubois et de remise en question. Alors je me désabonne. Plein de succès à toi. Bon voilà, au moins il me met les raisons pour lesquelles il se désabonne, donc on en a discuté un petit peu, je lui ai répondu et lui aussi m'a répondu, donc voilà, moi il n'y a pas de souci. Qu'ils me disent qu'il apprenne plus rien, c'est possible puisque on est tous à des stades différents. Après moi j'ai pas forcément la prétention de vous apprendre quelque chose, j'ai pas forcément cette prétention là. Je suis plus là pour vous montrer que c'est possible, que même quand on ne connaît rien et que on n'a pas fait d'études supérieures, on peut quand même investir en bourse et on peut réussir. Donc je vous montre au fil du temps ce qui se passe.
j'utilise pas de support extérieur quasiment que mon portefeuille. Mon portefeuille est le support principal. Beaucoup de youtubeurs en bourse vont vous parler d'études, ils vont vous raconter les études, qu'est-ce qu'elles ont dit, et machin et ceci, ou vous montrer des graphiques et parler par rapport aux graphiques, mais ils vous montrent jamais leur compte. Moi, je fais tout l'inverse. Moi, je vous montre tout, la transparence à 100%. Après, oui, parfois, c'est vrai que je dis des bêtises et vous me reprenez et on en reparle après. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je l'assume. Encore une fois, ça fait pas 1000 ans que je suis dans l'investissement boursier, donc j'accepte encore de faire des erreurs, et tant mieux, parce que si au bout de 3 ans je savais tout, ça serait compliqué. Pour ce qui concerne la confusion, effectivement, la confusion, je l'avais faite et je m'en suis excusé. J'étais pas bien à ce moment-là, j'étais malade. Alors c'est pas une excuse, j'aurais pas dû faire la vidéo. Franchement, je pense que ça aurait été mieux. Malheureusement, j'ai voulu m'entêter faire la vidéo et j'aurais pas dû. Voilà, donc ça c'était la chose que je voulais te dire. Pour ce qui concerne ensuite donc l'analyse fondamentale, donc les analyses fondamentales des actions que j'ai en portefeuille, je les ai faites. Tu les as en principe sur ma chaîne si tu vas sur la playlist analyse. Et est-ce que j'ai besoin de regarder les résultats financiers des sociétés tous les trimestres, tout le temps? Non. Très honnêtement, on fait de l'investissement long terme. Aujourd'hui, si j'avais pas la chaîne YouTube, je regarderais sans doute pas du tout mon portefeuille de l'année. Il y a pas d'intérêt. En principe, on fait du long terme, donc t'as pas besoin d'aller regarder les fondamentaux. Tu les regardes une fois par an à la limite en début d'année, et après tu laisses rouler. Après ton portefeuille il fonctionne. Même en principe, je devrais réussir à terme à être capable de mettre des ordres dans mon portefeuille pour l'année, fermer le portefeuille et laisser le portefeuille faire son boulot sur l'année et ensuite le rouvrir début d'année d'après. C'est ça en fait, si vous comprenez bien ce que c'est le long terme et comment vous devriez vous comporter, c'est comme ça. Vous devriez même pas écouter les bruits, vous devriez pas vous renseigner, machin, regarder BFM ou je ne sais quoi. Non, il n'y a pas besoin de tout ça quand on fait du long terme. Quand on fait du long terme, on regarde sa société, on fait les fondamentaux en début d'année, on a confiance en sa société et après on investit et en avant. Et en avant. Donc voilà comment moi je vois les choses. Après je peux pas faire comme ça puisque j'ai ma chaîne et qu'il faut que je vous donne un peu de contenu quand même. Donc je suis obligé aussi quand même de m'informer, d'essayer de vous donner du contenu. Vous voyez que j'essaie de plus en plus de détails dans mes vidéos et de vous mettre de plus en plus d'éléments. Donc voilà. Après c'est pas forcément évident et moi j'aurais pas forcément envie de tout le temps me mettre sur le portefeuille. Là, vous voyez, de faire une vidéo tous les 15 jours, ça m'aide bien, ça m'a permis de souffler un peu, parce que je sors un peu, là, pendant presque une semaine, je regarde pas du tout le portefeuille. Je suis tranquille. Donc ça, c'est vraiment appréciable, je trouve. Donc voilà ce que je voulais te dire donc sur l'investissement long terme. Alors après, que toi, que ça ne te correspond plus et que tu aies besoin d'autres choses, je le conçois aussi. T'as peut-être envie d'avoir plein de chiffres, d'avoir plein d'analyses tout le temps, de toujours regarder les résultats financiers, de les commenter. Voilà, si tu veux, fais-le. Après, attention, à force d'aller chercher trop d'informations et d'être trop dans le détail des sociétés, vous finissez par vous mettre des blocages sur les sociétés et vous allez peut-être rater des opportunités qui seront intéressantes. Et en plus, encore une fois, avant de regarder tous ces résultats financiers, les analyses fondamentales et tout ça, il faut que vous ayez déjà votre stratégie en tête d'achat d'actions. Alors, on en vient au point du début que tu me disais que tu comprenais pas comment je faisais mes achats. Effectivement, c'est normal, parce qu'au début de mon portefeuille, quand j'ai commencé la bourse la première année, je l'ai fait un peu comme tout le monde. Je me suis lancé et ensuite j'ai commencé à me former. Donc au début, je suis rentré sur des sociétés qui n'étaient pas forcément avec des bons fondamentaux, j'avais pas forcément une vision claire de tout. La deuxième année, ça a commencé à être un petit peu plus clair pour moi, et là maintenant, je rentre dans une phase où effectivement, je sais ce qui est pour moi une société parfaite, une société qui a des très bons fondamentaux et qui correspond à ce que je cherche, mais je sais aussi que dans le CAC 40, et forcément j'élargis au SBF 120 parce qu'il faut élargir, il y a très peu de sociétés qui vont correspondre à ces critères-là. Donc j'élargis un petit peu et j'accepte de prendre des sociétés qui ont des critères moindres avec certaines conditions.
Alors des conditions peut-être que tu ne vois pas, mais pourtant à chaque fois que je fais une analyse fondamentale, j'en parle. Avec aussi dans quel secteur elle est ce que j'en ai déjà dans mon portefeuille. Voilà, j'essaie de diversifier quand même mon portefeuille, et effectivement, c'est vrai que si tu regardes mon portefeuille, tu peux pas forcément sortir une façon d'acheter des actions parce qu'elles ne correspondent pas tous aux mêmes critères. Ça, je te l'accorde. Donc voilà, Franck, ce que je voulais te dire. Pour avoir vraiment des actions entières, avoir un portefeuille complet avec que tes critères qui correspondent, il faudrait que tu sois sur les marchés internationaux, sur le CTO, donc ce que je vais faire sur XTB, pardon, chercher le nom. Donc sur XTB, c'est ce que je ferai. Je vais vraiment faire un portefeuille qui correspond exactement à mes critères, à des critères de choix que j'aurais choisis. Ils auront tous le même critère quasiment. Donc ça, c'est quasi sûr. Mais sur le PEA, je trouve ça impossible à faire. Ou alors tu vas être que sur un secteur ou deux. Tu vas être sur le luxe et puis sur, je sais pas, peut-être un ou deux secteurs différents à part le luxe, et puis ça s'arrête là. Donc est-ce que c'est ça qui serait intéressant de faire sur le PEA? Je sais pas. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas trop ça que j'ai envie de faire. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée, se dire avoir un PEA avec 7 actions. Tu prends les 5 actions du luxe, et après tu rajoutes une ou deux actions qui sont de bonnes actions de qualité, Air Liquide par exemple, et Schneider, et tu gardes ça, et voilà, puis c'est tout. Et là effectivement t'as pratiquement que du top en termes de qualité d'entreprise. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. En tout cas, dans tous les cas, Franck, je te remercie de m'avoir suivi pendant pas mal de temps, parce que tu as été un abonné assidu, t'as souvent posé des questions. Effectivement, c'est vrai que t'as demandé souvent des analyses d'actions. Alors j'en ai fait quelques-unes, j'ai pas tout fait, j'ai pas pu tout faire. Donc je reste humain aussi, hein. Et je te dis, j'espère que tu reviendras voir un petit peu dans 4 ou 5 ans, me faire un petit coucou et voir un petit peu où j'en suis de mon portefeuille. De toute façon, moi je suis là pour quelques années, hein. Quelques dizaines d'années même, 20 ans encore pratiquement. Voilà ce que je voulais te répondre. Allez, on repart. Donc Vinci maintenant. Donc sur Vinci, j'ai 10 unités, un PRU à 80,97, 4 € le dividende versé par Vinci, en hausse de 38% cette année, ce qui est plutôt pas mal. Ils ont déjà versé 1 €. Donc ça, c'est plutôt top au niveau de Vinci. Et on aura donc le complément du versement le 25 avril. Donc la semaine prochaine, je vais toucher aussi Vinci. Donc ça, c'est bien, je commence vraiment à rentrer un peu des dividendes. Et ça va faire du bien à la liquidité. Donc Vinci, je suis en plus-value latente de 36,16%, un plus bas à 107,87, un plus haut à 111,40, sur la semaine plus 1,79%, largement performé au-dessus de son indice de référence qui est le 440. Si on regarde le graphique long terme, on voit que la moyenne mobile 20 périodes à 93 € et la moyenne mobile 50 périodes à 85 €. Donc on est bien orienté. Pour le moment, tout va bien. Une résistance là qui s'approche aux alentours des 120 €. Est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. Ça va dépendre. Donc Vinci peut rentrer aussi dans un portefeuille, comme on a dit tout à l'heure, avec des valeurs assez qualitatives. La polémique maintenant sur Vinci, on a eu les autoroutes. Maintenant, c'est les hôpitaux. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais les hôpitaux sont de plus en plus avec des parkings payants pour pouvoir accéder à l'hôpital et les mettre en gestion par des sociétés privées. Et donc il y a quelques parkings d'hôpital maintenant qui appartiennent à des sociétés comme Vinci et qui font payer ça une blinde apparemment. Et donc du coup il y a une grosse polémique par rapport à ça. Donc ça recommence encore. Vinci, les méchants profiteurs de tous. Mais bon, il faudrait dire à l'hôpital plutôt, il faudrait voir le patron de l'hôpital et lui demander pourquoi il a fait ça déjà à la base. Orange, donc Orange, j'ai 72 unités, un PRU à 9,47, donc là le dividende par rapport à N-1 n'a pas changé, 0,70. On a déjà 0,30 centimes qui ont été versés. Sur les dates, je les ai pas, si jamais vous les connaissez, n'hésitez pas à les communiquer, hein. De toute façon le versement est au mois de juin.
On a ici une plus-value latente de 21,76% actuellement, un plus haut à 11,20, un plus bas à 11,20, un plus haut à 11,58, ce qui commence à être sympa quand même, hein. 11,58 si on regarde. On a un plus haut sur 10 ans à 16,98. On est quand même assez proche, hein. Bon, on n'est pas à côté, vous me direz, mais ça commence à parler, je trouve, hein. Sur 3 ans, 11,94. On va regarder si ça les passe déjà sur 3 ans. Sur les 5 derniers jours, donc là sur la semaine, 2,47%. Donc là, on surperforme largement le CAC 40. Donc pour le moment, c'est plutôt positif sur Orange. Je ne sais pas si il n'y a pas un retournement de la société, qu'elle commence à être un petit peu plus appréciée. Sachant qu'en plus elle verse un dividende intéressant. On va voir, hein. On va voir, on va garder sans doute au moins jusqu'aux Jeux Olympiques, et puis après on verra ce que ça donne. Parce que pour les JO, là, apparemment, elle va avoir en charge une grosse partie des infrastructures et de l'Internet, donc ça c'est plutôt intéressant pour eux. Donc là, ici, vous voyez sur le graphique long terme, on a une moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes qui sont quasiment la même chose, hein, 9,80, 9,78, donc là, il faudra attendre de voir par où ça va sortir. Vers le haut, vers le bas. On a la moyenne 200 périodes qui est à 8,57 €, donc assez loin. Et pour le moment, on est plutôt pas mal. Ça monte bien. Il y a un moment quand même, il va falloir que ça reprenne un peu son souffle là, que ça consolide et éventuellement que ça reparte. Donc je pense pas qu'on va continuer à monter. La semaine prochaine, on devrait peut-être avoir un petit retracement, histoire de consolider un petit peu le mouvement. Donc pour Orange, Laurent Martinez est nommé directeur financier du groupe. Donc on en parlait tout à l'heure avec Alstom. Donc c'est ce fameux Laurent Martinez qui est maintenant le nouveau directeur financier du groupe Orange, qui était avant chez Alstom. Est-ce que ça va faire un effet pour eux? Je le souhaite. Ubisoft. Donc Ubisoft, nous avons 30 unités, un PRU à 35 €. Moins-value de 27,52%, un plus bas à 23,42 et un plus haut à 25,53, ça commence à être intéressant là. Sur la semaine, plus 8,28%. Ah oui, j'avais même pas fait attention. Ah ouais, elle a bien performé quand même sur la semaine. Donc là, c'est pas mal, ça commence un peu à rebouger du côté d'Ubisoft. Attention, on va pas s'emballer non plus, hein, parce que c'est pas non plus la Bérésina, mais ça commence à être un tout petit peu mieux. On va attendre quand même, parce que pour le moment, j'y suis pas à mes 35 €. Hein. Pour le graphique long terme, vous voyez qu'on est toujours sous une résistance là ici. Malheureusement, il va falloir quand même casser cette résistance, un peu comme on avait à une époque sur Alstom. On a une moyenne mobile qui est très mal orientée. Alors la résistance, elle est aux alentours des 30 €. Enfin, je pense qu'elle est à 30 €. On a la moyenne mobile 200 périodes qui est à 32,23. Donc là, actuellement, on est sous la moyenne mobile 200 périodes. Donc c'est peut-être le moment d'accumuler à ce niveau-là au final. Et on a la moyenne mobile 20 périodes qui est en chute libre à 37,22 et la moyenne mobile 50 périodes à 56,08. Donc là, effectivement, la tendance est vraiment pas bonne. Là, effectivement, aussi, si j'avais plus de liquidité, peut-être que j'en reprendrais. Alors, si elle reste dans ce niveau-là, peut-être qu'à fin mai, quand j'aurai récupéré tous mes dividendes et que j'aurai remis un peu de liquidité sur mon compte, peut-être que j'irai en rechercher, parce que là, on est sous la moyenne mobile de 100 périodes. C'est vrai que ça peut être intéressant. Après, le risque, c'est aussi qu'elle continue à plonger, qu'on descende beaucoup plus bas, mais après, c'est la faillite, quoi. C'est ça le problème. Et je vois pas quand même pas Ubisoft faire faillite. Ensuite, donc, Crédit Agricole. De toute façon, je vois aucune de mes actions faire faillite, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Au moins, on va gagner du temps, parce que évidemment que c'est possible. Donc, Crédit Agricole, 60 unités, PRU à 9,73, 1,05 € de dividende. Le dividende est stable par rapport à N-1. Ils n'ont rien versé pour le moment. On n'a pas la date. On avait presque de la croissance aussi sur le dividende de Crédit Agricole. Au plus bas cette semaine, 10,75, au plus haut 11,16, et sur la semaine, moins 0,64. Et je suis en plus-value latente de 11,88%.
Là, je veux continuer à construire ma ligne sur Crédit Agricole, mais plutôt aux alentours des 8-9 euros. Là, donc on est au niveau de la résistance en pointillé rouge, là, au niveau des 11 euros, que là ça bloque. On a la moyenne mobile 20 périodes à 10,23, la moyenne mobile 50 périodes à 9,49, on dirait. Et la moyenne 200 périodes, la moyenne mobile 200 périodes qui est à 8,15. Donc là, si on revenait sous cette moyenne mobile 200 périodes, là, ça serait vraiment top pour acheter. Et là, je pense qu'il va nous falloir un nouveau crack pour que ça y revienne, hein, quand même. Il n'y reviendra pas tout de suite. Donc, pour Crédit Agricole, la bonne petite nouvelle, fraude aux dividendes. Donc, Crédit Agricole aurait accepté de verser au fisc 35 millions d'euros d'arriérés d'impôts et de pénalités pour éviter d'être perquisitionné dans l'affaire des Cumcum, c'est Cumcum, je crois que ça se prononce, qui a également touché 5 autres banques françaises. Donc, bon, ben voilà, déjà, quand ils acceptent de verser quelque chose pour éviter autre chose, une perquisition notamment, bon, c'est que ça sent pas bon du cul. Des fesses, pardon. Excusez-moi. Hein. Donc voilà. Bravo Crédit Agricole. Alors ensuite, Air Liquide. Donc Air Liquide, quantité 3, PRU à 132,39. Un dividende à 2,95 €, augmentation de plus 2%. C'est pas énorme, mais c'est en augmentation, et ça c'est très important quand même. Au niveau de la date, on est au niveau du mois de mai, hein, on aura le versement au niveau du 17 mai. Vous voyez que sur le graphique c'est très propre, hein, ça j'aime. J'aimerais voir ça beaucoup plus souvent. La plus-value est de 23,04%, un plus bas sur la semaine à 158,46, un plus haut à 162,90, et sur 5 jours 2,80%, pardon. Donc c'est mal dit dans ce sens-là, c'est pas beau. Si je regarde sur le graphique long terme, on voit que Air Liquide est à son plus haut historique actuellement. Elle vient de casser la résistance, en tout cas de la travailler. Elle n'est pas cassée, elle est travaillée là actuellement. Est-ce qu'elle va réussir à passer au-dessus, ce qui serait vraiment énorme? Parce que là, on serait dans des hauteurs assez folles. Mais 162,90 déjà, ça laisse songeur. Hein. J'en ai pas beaucoup. Est-ce que ça serait pas un moment pour moi de revendre? Ben, je vais vous dire que non, parce que la société, elle est tellement propre que même si ça devait redescendre, ben, c'est des opportunités de rachat. Donc non. Peu importe ce qu'elle fait, au final, je vais la garder. Hein. Après, bon, si on arrive à 300 ou 400 euros, peut-être un jour je la revendrai, mais là, maintenant, c'est pas le cas. Mais ça laisse quand même songeur. Hein. Vous voyez comme c'est propre sur le graphique, là. Être rentré dessus en 2008, là, aux alentours des 40 euros, c'est propre. Hein. Après, est-ce que en 2008 a été considéré comme une société aussi intéressante et bon père de famille comme aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Et donc voilà la nouvelle action que j'ai rentrée. Donc il s'agit de Ipsos. Donc Ipsos est le numéro 3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquête. Donc ils ont différentes répartitions pour leur chiffre d'affaires, hein, pour gagner de l'argent. Donc c'est le consommateur à 44,1%, clients et salariés 21,1%, citoyens 17,5%, médecins et patients 17,3%. Donc Ipsos, hein, ils font des sondages et tout ça, donc en fait ils vont voir les consommateurs pour faire des sondages sur vous avez aimé ça, vous aimez pas ça, ceci, cela, des campagnes de publicité, aider les publicitaires et tout ce qui va avec. Donc ça c'est plutôt intéressant. Au niveau des médecins et des patients aussi c'est pareil, savoir un peu comment ils évaluent leur marché, l'efficacité et la force de vente du produit, plein de petites choses comme ça, la satisfaction client et ainsi de suite. Et donc on voit que dans la répartition, c'est quand même assez intéressant puisqu'on a 47,3% qui est en Europe et Moyen-Orient, Afrique. Pardon. L'Amérique à 36% et l'Asie-Pacifique à 16,7%. 20 000 employés à travers le monde, donc bon, c'est une belle boîte. Donc je suis assez content. On a eu une belle chute, hein, je pense que vous avez dû le voir.
Donc là actuellement j'ai 10 actions, j'ai un PRU à 48,79. Alors j'ai été un petit peu mauvais, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. J'aurais dû mieux me concentrer dessus, mais bon, malgré tout je suis quand même content de mon achat. J'ai un dividende en augmentation cette année, donc 1,35€, augmentation de 17% par rapport à N-1. Ça c'est top. Pour le moment, aucun montant de dividende n'a été versé. Ce qu'on peut voir ici sur le graphique, c'est que si on n'avait pas eu cette baisse en 2019 à 45, on aurait pu avoir une belle petite augmentation. Donc là, en tout cas, on voit qu'on a de la croissance depuis 2019, donc ça fait 1, 2, 3, 4 ans, avec 2022, et on va voir si dans les années à venir, on aura encore de la croissance du dividende, mais c'est une société qui a plutôt tendance à verser un dividende en croissance, et intéressant. Donc c'est pour ça aussi, les fondamentaux sont propres, il y a de la dette, mais c'est pas excessif, et on a une marge qui est quand même correcte, marge d'exploitation qui est assez correcte, et une marge nette qui est pas loin des 10% pour 2024-2025. Donc plutôt bon. Une dette qui va disparaître en 2024, et évidemment le cash flow positif. Donc là, on voit que sur 5 jours, elle a perdu 13,21%. En fait, elle a perdu 13,21% sur une journée. Donc là, il y a eu une grosse baisse de la société. Donc vous voyez que je suis à moins 2,09%. Grosse baisse, un plus bas à 46,60, un plus haut à 56 sur la semaine. Vous voyez le delta, c'est énorme, pratiquement 10€. Donc j'essaie d'en profiter. J'ai pas réussi à prendre à 6,60. Et si j'étais venu regarder ici sur les cotations, j'aurais vu ici sur les cotations que sur le mois on avait fait 46,60 et sur l'année 46,60. Donc j'aurais pu mettre un ordre à 46,60 au départ. Parce que je voulais mettre 48, après je me suis dit non, on va remonter un peu, et j'aurais dû venir regarder. Franchement, je pense que si j'avais 46,60 dans ces eaux-là. Donc c'est dommage que je ne sois pas venu. Bon, bah, c'est pas grave. Malgré tout, je vous dis, je suis content. J'ai fait un bon achat en dessous de 50€. On va continuer à construire avec le temps. On peut voir quand même que là, ici, on est plutôt sur des valeurs d'actions qui sont au-dessus des 50€ depuis quasiment toujours. Donc c'est un peu là-dessus aussi que je mise sur mon PRU en dessous de 50€. Et en plus, un versement du dividende qui est intéressant. Alors sur le graphique, vous voyez la grosse mèche là ici qui est tombée. Elle est venue se poser ici sur la moyenne mobile 20 périodes qui est à 46,05€. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 34,03€. On voit quand même qu'on est bien orienté. Et la moyenne mobile 200 périodes à 23,12€. On est vraiment très loin. Et on était en plus, on avait fait ses plus hauts historiques. Vous voyez, c'est 60€ les plus hauts historiques. Donc c'est vrai que là, quand je rentre à 48, je me donne pas beaucoup de marge. Bon, après, j'ai acheté 10 actions. J'ai envie d'acheter cette société, de construire une ligne avec le temps. Donc je vais attendre que ça retrace. Quand on reviendra là en dessous des 40€, j'en reprendrai un peu. Et puis en dessous des 30, puis on verra si on peut construire sa ligne comme ça. Là, c'était un beau dossier quand même à partir du Covid. Parce qu'elle avait rentré en fait... trois beaux dossiers, trois gros contrats qu'elle avait signés pendant le Covid. Et donc les 3 contrats se sont arrêtés là avec la fin du Covid. Et ça a fait chuter un petit peu Ipsos. Après c'est pas dramatique. L'Oréal. Donc L'Oréal, on a une action, un PRU à 303,16€, un dividende de 6€, donc c'est normal par rapport aux 303,16€, et une augmentation du dividende de 25% par rapport à N-1, ce qui est plutôt assez intéressant. Parce que vous voyez que le rendement brut pour l'action L'Oréal, c'est 1,5%, ce qui fait quand même 6€. Toujours ratio par rapport au PRU, évidemment. On n'a rien touché sur le dividende, la date c'est avril, donc là je vais le toucher aussi la semaine prochaine. C'est pas mal, d'ici à vendredi, je devrais avoir touché quelques dividendes, donc plutôt top. Ici, vous voyez que sur le graphique, on n'est pas loin d'un dividende en croissance. Il pourrait le faire, mais bon, c'est pas le cas, malheureusement, mais il pourrait le faire. Il faudra suivre dans les années à venir. Après, on est très haut aussi sur
Sur L'Oréal, je suis en plus-value latente de 45,78%. Le plus haut cette semaine, le plus bas, pardon, 419,80, le plus haut 442,60, avec sur la semaine 5,22%. Vous voyez que là, vraiment, elle a cartonné de chez cartonné. On est au plus haut aussi, hein, plus haut historique, 442,60. Donc est-ce qu'elle peut continuer à monter? Oui, elle peut encore continuer à monter. Est-ce que là, il faudrait que je la vende? À 303 €, je me dis que je vais pas la vendre parce qu'au pire des cas, si elle doit retracer et repasser son PRU, ça sera un indicateur assez fort pour moi de pouvoir racheter. Parce que là, ici, on voit en dessous des 300 €, pardon. On a le support ici, on va pas y revenir. Il a fallu le Covid pour que ça vienne hein, dessus. Donc je sais pas, est-ce que je devrais vendre ou pas d'après vous? Est-ce que dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que je devrais la vendre cette action? Alors après je pourrais aussi la revendre et rentrer sur Kering, parce que je pense que Kering elle est pas encore au... Bon, ça c'est sûr qu'elle est pas au plus haut, c'est certain. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire ça, ouais. De vendre L'Oréal et de prendre Kering à la place, puisque je vois Kering qui a encore de la marge pour revenir assez plus haut. L'Oréal, elle a son plus haut déjà, donc elle peut que retracer, monter encore un petit peu, mais on va pas non plus toucher les étoiles. Donc ouais, peut-être que je vais mettre un ordre de vente à 400... Qu'est-ce que je pourrais mettre? 450, aux alentours des 450, 445 plutôt, 445. Et après... reprendre cet argent et aller acheter du Kering. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, au niveau de L'Oréal, L'Oréal trouve ses sommets boursiers historiques, c'est ce que je viens de vous dire. Là, on est vraiment... c'est hallucinant, L'Oréal, les plus hauts historiques comme LVMH. Alors ensuite, on a Schneider Electric. Donc Schneider Electric, 2 unités, PRU à 128,88. Le dividende 3,15, on a une hausse de 9% sur le dividende par rapport à N-1, ce qui est plutôt pas mal, et on n'a pas eu de versement de dividende pour le moment. Là ici on a une graphique dividende versé qui est propre depuis 2017 en augmentation. Donc je vous ai dit, j'ai pas les dates. Je suis en plus-value latente de 18,40%. On a eu un plus bas cette semaine à 150,22 et un plus haut à 153,56. Sur la semaine, plus 1,45%, ce qui reste quand même très très propre. Pour le graphique, bon là on voit qu'on a encore de la marge pour aller chercher les plus hauts historiques. On est bloqué ici sur une résistance qui se trouve aux alentours des 160 €. On a une moyenne mobile 20 périodes à 139,50 et une moyenne mobile 50 périodes à 113,43. On est bien orienté, hein, il n'y a pas de problème particulier, et on a une moyenne mobile 200 périodes à 59,20. Donc là, avant que ça redescende à ce prix-là, il y aura eu un gros problème sur Schneider. Rubis, donc Rubis actuellement se porte plutôt bien, hein, il a fallu garder un petit peu là, en même pas 15 jours, je suis déjà en plus-value. Alors je voulais en racheter, bah là c'est raté. La ligne est peut-être un peu petite, il faudra que je la fasse grossir un peu. Donc actuellement j'ai 10 unités, un PRU à 23,97, le dividende à 1,92 en augmentation par rapport à N-1 de plus 3%, pardon. Typiquement par exemple Rubis c'est une action, on parlait tout à l'heure avec Franck par rapport à son message. Si j'ai rentré Rubis sur mon portefeuille, au niveau des critères, c'est remplit pas forcément tous les critères que j'aime dans les fondamentaux d'une entreprise, mais elle a aussi des critères à elle qui sont, par exemple, qui pèsent assez fort, le dividende qui est versé depuis plus de 10 ans et en augmentation. Donc ça, c'est aussi un critère important. Vu que dans la bourse actuellement, il y en a plus, quasiment plus. Je crois qu'il reste que 3 entreprises avec le SBF 120. Alors, d'ailleurs, vous voyez, hein, sur le graphique, hein, on a vraiment une augmentation du dividende d'année en année. Et c'est très bien. Et le dividende n'explose pas d'une année à l'autre. On est vraiment sur quelque chose de régulier. 3% par an, c'est propre, je trouve. Après, bon, faut regarder les fondamentaux, voir les cash flows, si le cash flow est toujours positif, si la dette est pas trop importante.
Là, je pense que Rubis peut faire quelque chose de correct dans les années à venir. Ils sont en train de faire leur transition aussi vers l'énergie renouvelable qui pèse de plus en plus. Donc ils peuvent le faire et tenir leur dividende et ça serait vraiment exceptionnel. Donc sur 5 jours, moins 0,92%. Au plus bas cette semaine, 25,96, au plus haut 26,74. Si on regarde le graphique long terme, vous voyez qu'on est très proche de la moyenne mobile 200 périodes. Donc là, est-ce que ça serait pas des opportunités d'achat quand on vient sous la moyenne mobile 200 périodes? Je pense que je vais essayer de faire un petit achat quand même ici, hein, pour renforcer au moins de 10 ou 20 actions, parce qu'on est quand même propre quand on est sous la moyenne mobile 200 périodes, c'est quand même des belles opportunités si on croit à l'action, hein, attention. Si vous croyez pas du tout à l'action, n'allez pas acheter à ce moment-là, parce que ça peut être encore pire. DBT, donc on finit par le feu d'artifice DBT, magnifique entreprise qui mérite d'être dans le 440, dans le Nasdaq et dans tous les indices qui existent sur la planète. 2000 unités, PRU à 0,06, la moins-value extraordinaire de 14,41%. Je me demande si elle va faire faillite, hein. Regardez, même le graphique sur la semaine, lui, il considère qu'il n'y a rien eu, 0,00. Existe plus. Sur 5 jours, sur la semaine, moins 25%. Truc de fou. Un truc de fou, quoi. C'est du velours. Hein. DBT, c'est du velours. À voir. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, là, elle annonce un partenariat avec une autre boîte. Alors, je sais même plus qui c'est, je voulais vous en parler, mais bon, je suis tellement dépité que... Bon, c'est comme ça, DBT. Hein, c'est vraiment du velours. On le voit là, hein, il se passe rien. Il n'y a pas un mouvement. C'est plat. Bon, alors ensuite... Au niveau de la répartition par action, on a Air Liquide à 2,35, Airbus 6,11, Alstom 6,25, Crédit Agricole 3,13, Danone 8,62, DBT 0,03%, Euronext 10,37, Ipsos 2,29, Nexity 5,66, L'Oréal 2,12, Orange 3,99, Rubis 1,25, Sanofi 9,87, Schneider 1,46, Score 10,95, Total 8,03, Ubisoft 3,65, Vinci 5,29 et la liquidité à 8,58%. Attention à la liquidité, objectif toujours garder 10%. Pour la répartition par secteur, donc je vous ai mis les actions concernées par les secteurs pour que ça soit encore plus parlant pour vous. Et on a rentré du coup un nouveau secteur, la consommation cyclique, avec Ipsos ici à 2,52%. Et là vous pouvez voir, je vous laisse regarder sur le graphique, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, donc je vais pas faire le débrief, mais vous pouvez le voir, faire pause et regarder exactement de quelle action sur vous. Vous voyez qu'en termes de transparence, on peut pas dire que je vous montre pas tout. Hein. Ici au niveau de mon portefeuille, donc il me reste en liquidité 1839,09 €. Donc le portefeuille est à 20 890 et 14 centimes. La plus-value latente est de 2415,66 €. Mon portefeuille continue à performer, hein, plus j'ai gagné plus 52,11% entre jeudi et vendredi. Ici, donc j'ai changé mon ordre d'achat sur Air Liquide, j'en ai mis 2 et je l'ai mis à 114. J'étais à 132 et ça me gênait d'être aussi proche de mon PRU. Si jamais il devait y avoir un crash cette année, moi j'ai pas de boule de voyant, mais si jamais il devait y avoir un crash, je pense qu'on irait en dessous des 132. Donc je me dis à 114, je serais plus content si jamais ça baisse et que ça passe sous les 100 € par exemple, ça prendra 114, ce sera moindre mal. Donc je laisse cet objectif pour l'année. Ensuite Ipsos, donc le prix d'achat 48,70, c'est le prix que j'ai fait pour rentrer sur la société. Donc là je suis à 48,79. Je pense que la prochaine fois, je serai un peu plus élevé parce que là, il n'y a pas la TTF. Alors, en général, la TTF se rajoute le lendemain. On verra ça aux prochaine vidéo. Actuellement, le cours est à 47,78. Donc, bon. J'aurais pu aller chercher du 47, 47,60, 46. J'aurais peut-être pu aller chercher un peu plus bas. Bon, malgré tout, je suis quand même content de mon achat et je construis une petite ligne pour le moment. Et on va la faire grossir avec le temps.
Et ensuite Schneider, donc les 3 actions qui sont toujours à l'achat à 111 €, ça on le laisse aussi pour toute l'année, pour le reste on verra bien. Du coup, sur le tableau de dividendes, eh ben, on a un nouveau dividende qui apparaît avec Ipsos ici, donc qui sera au mois de juillet de 1,35 € par action. Donc, ça va me faire aux alentours des 15 €, un petit peu moins, même beaucoup moins même. plutôt dans les 12 €, on va dire. 12-13 €. Voilà, donc ça va rajouter au mois de juillet, donc c'est plutôt bien. Sur le mois d'avril, donc là il nous reste plus qu'une semaine, donc sur le mois d'avril on va toucher Vinci, on va toucher Airbus, et il me semble aussi qu'on va toucher L'Oréal, qui est au mois de mai, mais a priori ça sera plutôt au mois d'avril. Sur fin avril, là, le dernier jour. On verra, on le redéplacera si jamais. Alors, au niveau de mon portefeuille, évidemment, je suis en plus-value, hein, j'imagine comme vous. Donc, plus-value latente de 7,65%, soit 1469,24 € en plus-value latente, tout simplement. Donc là, je suis dans mon objectif que je me suis donné. On va voir si ça va tenir, hein. Je pense pas qu'on tiendra toute l'année, mais bon, pour le moment, j'y suis. C'est-à-dire plus 7% sur mon portefeuille, c'est l'objectif que j'ai. Au-delà d'avoir... moi, j'ai pas vraiment l'objectif d'aller chercher mon indice de référence. Moi, je me suis donné comme objectif d'être toujours au-dessus des 7% sur mon portefeuille. Donc, c'est pas toujours tenable, hein, évidemment, mais j'essaie de l'atteindre. Voilà, donc n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre.